sur cet ordinateur. Voilà. Donc, bienvenue à tous. Donc, l'outil que je vais vous présenter, c'est notre outil de cartographie en ligne qui a été développé par une société qui s'appelle Business Geographic. Il a été acheté par à l'époque le CEDI et aujourd'hui TO38 il y a à peu près 3 ans, il me semble. On avait auparavant un autre logiciel qui fonctionnait un peu de la même façon, qui s'appelait Webville. Certains d'entre vous l'ont peut-être connu. Les deux ont un fonctionnement assez proche. C'est des outils qui fonctionnent sur Internet. Donc là, je peux lancer n'importe quel navigateur. En général, j'utilise Firefox, donc le petit outil avec le renard orange. Et donc, quand vous lancez votre navigateur, après, il vous suffit de taper cassini.te38.fr et vous arrivez sur la page d'accueil. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai tapé cassini.te38.fr et il m'a rajouté tout seul à la fin hôte et login, en fait, pour aller directement sur la page de login, de connexion. Hein. Voilà. Mais quand vous créez des raccourcis, par exemple, ou des favoris, vous pouvez taper directement cassini.te38.fr. Voilà. Donc là, après, vous avez donc votre tableau avec l'identifiant et le mot de passe. Vous avez normalement tous reçu vos identifiants, vos mots de passe. Il y a quelqu'un qui me pose la question, Franck, avons-nous besoin des codes de la commune pour cette réunion? Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire les mêmes choses que ce que je fais moi sur votre interface de Carto, si vous avez envie de manipuler en même temps. Mais vous pouvez aussi uniquement vous contenter de suivre la présentation et de voir comment ça fonctionne. Donc là, je vais utiliser l'identifiant d'une commune pour vous montrer exactement ce qu'on peut voir avec l'identifiant d'une commune. Donc là, c'est Saint-Georges d'Espéranche, qui est une petite commune sur laquelle on a tous les bons exemples qui sont présents. Donc, je l'utilise souvent comme modèle. Quand vous cliquez sur Connexion, vous allez arriver directement sur la vue générale de votre commune. Donc, il y a un petit temps de chargement. Et après, donc, vous voyez votre commune qui apparaît. Alors, par défaut, en cartographie, vous avez la photo aérienne qui est affichée. Et puis, par-dessus, les informations cadastrales, donc contour de la commune, parcelles et bâtiments. On va voir tout à l'heure en zoomant qu'on peut voir les parcelles à partir d'une certaine échelle. Et là, à cette échelle-là, on ne les voit pas. Par défaut, au démarrage, donc, vous avez une vue centrée sur votre commune, là, la commune de Saint-Georges d'Espéranche, avec un zoom qui est adapté pour que tout le territoire de la commune soit visible dessus. Et puis, on va aller un petit peu faire le tour de tous les boutons, tous les outils qui sont présents sur cette interface pour un peu mieux les maîtriser. Alors, tout d'abord, au niveau du déplacement et du zoom sur la carte, des outils qui sont très simples. On fait un cliquer et déplacer sur la carte, on va aller se déplacer vers le nord, le sud, l'est, l'ouest. On a des outils pour faire des zooms avant, zoom arrière. Donc, par défaut, le plus visible, c'est les petits boutons zoom plus, zoom moins qui sont là. Donc, en cliquant sur zoom plus, on va aller faire des zooms avant. Vous voyez qu'en faisant des zooms, on a d'autres objets qui apparaissent qui n'étaient pas visibles aux échelles précédentes. Zoom arrière avec le moins. On a aussi la molette de la souris qui permet de faire des zooms avant, zoom arrière. Ça, c'est exactement comme dans d'autres systèmes comme Google Maps, où on va pouvoir faire zoom avant, zoom arrière en utilisant la molette. On a aussi le double-clic qui permet de faire des zooms. Donc, en double-cliquant sur la carte, ça fait zoom avant, zoom arrière. Et puis, enfin, le dernier outil qui peut parfois être intéressant, c'est le zoom cadré. Pour ça, on utilise la touche majuscule du clavier. Donc, la touche majuscule, c'est celle avec une espèce de flèche vers le haut, comme ça. On appuie sur la touche majuscule sans la lâcher. Et là, la souris, au lieu de faire un déplacement, quand je fais un cliquer déplacer, ça fait un petit rectangle bleu. Et ça va nous permettre de zoomer. Quand je relâche le bouton, ça nous zoome à l'endroit que j'ai cadré. Donc là, imaginons que je vais aller directement sur cette petite maison. Là, je fais majuscule, je fais mon rectangle et hop, ça me zoome exactement sur cette maison. Voilà. Pour les zooms et les déplacements. En dessous des petits boutons plus-moins, vous avez un petit bouton accueil. Là, quand on clique dessus, ça vous remet sur la vue générale de votre commune. Donc là, c'est intéressant puisque, en fait, vous n'avez pas. Donc, déjà, si vous êtes dans un endroit très zoomé, vous pouvez revenir sur la commune principale. Et puis, il y a aussi parfois certains utilisateurs qui peuvent être perdus parce que vous n'avez aucune limitation
en déplacement. Vous pouvez, là, je suis toujours connecté en tant que Saint-Georges d'Espéranche et en fait, je peux aller me promener dans toute l'Isère et même plus loin. Donc, si vous êtes un peu perdu, il suffit de recliquer sur la petite maison et vous allez rezoomer sur votre commune. En dessous de la petite maison, c'est afficher ma position. Ça va vous être utile quand vous êtes connecté avec un téléphone, par exemple, qui a un GPS intégré. Ça peut vous permettre de zoomer directement sur l'endroit où vous êtes. Et puis, l'outil partage de liens, lui, c'est un outil qui va vous permettre d'enregistrer un emplacement. Alors, entre parenthèses, ça me permet de vous montrer une fonctionnalité qui est assez courante sur cet outil, qui est un peu déroutante au départ, c'est le fait qu'il n'y ait pas de petite croix pour fermer des fenêtres. Là, par exemple, cette petite fenêtre-là, elle s'est ouverte, il n'y a pas de croix pour la refermer. En fait, il faut garder en tête que les outils qui sont inactifs, les boutons qui sont inactifs, ils sont en gris sur l'interface, et quand ils sont en bleu ciel, ils sont actifs. Donc là, par exemple, mon outil permalien il est actif. Pour le désactiver, il faut recliquer dessus et le panneau se referme. Donc l'outil permalien, c'est un outil qui va vous permettre d'enregistrer un emplacement et aussi, si on le souhaite, enregistrer les couches qui sont visibles, les recherches qui sont ouvertes, etc. Donc ça, c'est assez pratique si vous travaillez par exemple dans un secteur donné de votre commune sur lequel vous êtes en train de faire des chantiers ou des travaux ou que vous avez un problème récurrent. Vous pouvez aller cliquer sur partage de liens. Là, il y a deux sous-onglets, il y a nouveau et liste. Liste, ça va en fait vous indiquer tous les partages de liens que vous avez déjà fait par le passé sur votre commune. Et dans nouveau, vous allez pouvoir paramétrer si vous voulez l'emprise, les couches, les recherches, les fiches. Donc, vous pouvez cliquer sur l'un ou l'autre. Voilà, par exemple, là, je veux enregistrer que les couches. Là, je veux enregistrer l'emprise et les couches. Et puis, je vais donner un nom à mon partage de liens. Donc, par exemple, ma zone de travaux. Voilà. On clique sur créer. Et là, ça va vous créer une espèce de petit lien raccourci, là, avec toute une chaîne de caractères. Donc là, on peut cliquer sur le petit bouton copier, ici, qui va vous permettre, voilà, le lien a été copié dans votre presse-papier, ça a rentré le lien. Vous pouvez après le coller dans un mail que vous envoyez à un collègue ou à quelqu'un d'autre, en sachant que seules les personnes qui ont un identifiant et un mot de passe vont pouvoir aller visualiser la zone que vous indiquez. C'est vraiment un outil interne. Donc, à envoyer à un collègue, par exemple, ou à moi-même, si vous voulez me signaler un emplacement sur lequel il y a un problème sur votre commune. Donc, on peut cliquer sur Retour ici, et on va aller dans la liste, et on va voir que voilà, ma zone de travaux que je viens d'enregistrer aujourd'hui, le 4 février, elle est visible ici. On peut la supprimer, on peut la définir comme permalien favori, etc. Tout ça pour vous dire que là, les zones dans lesquelles on se situe, si on se déconnecte, par exemple, quand vous éteignez votre navigateur, que vous vous reconnectez après, avec le même identifiant, hein, eh bien, vous allez pouvoir retourner directement sur votre zone très rapidement en utilisant ce partage de liens. On attend que ça démarre. On va ouvrir l'outil partage de liens. On va aller dans Liste. Et là, ma zone de travaux, je clique dessus. Et tac, on zoome directement sur l'endroit qu'on avait enregistré. Voilà pour tout ce qui est déplacement zoom. Au niveau de la localisation, il y a aussi un outil qui est assez pratique. C'est celui qui est en haut ici, avec une espèce de loupe. C'est l'outil recherche d'adresse. Alors, quand on clique dessus, il y a un petit bandeau qui s'ouvre là, qui permet de taper une adresse. Donc, pour mémoire, hein, toujours, l'outil est actif, il est bleu. Si on veut le rendre inactif, on reclique dessus et le panneau se referme. Donc là, quand on clique dessus, on va pouvoir taper une adresse. Alors, je ne sais pas moi, on va mettre l'adresse du T38, par exemple, 27 rue Pierre Semard. Là, on voit que l'outil va automatiquement nous suggérer des adresses dans toute la France. En fait, c'est un outil qui est basé sur la base d'adresse nationale, qui est une base gérée par l'État et qui enregistre toutes les adresses, normalement, de vos communes. Donc, dès que vous avez des rues qui sont numérotées, par exemple, ou des lieux-dits qui reçoivent des noms d'adresses nouveaux, ou des lotissements qui sont créés, par exemple, normalement, vous devez, c'est les communes qui ont la responsabilité de ça, elles peuvent créer des adresses sur ce site, base d'adresse nationale, BAN. Et donc après, on a une localisation qui se fait automatiquement. Donc là, notre outil nous a bien centré sur l'adresse de TE38 à Grenoble. Mais vous avez vu que l'outil, il vous indique aussi des adresses, voilà, même que ce soit en Isère ou ailleurs, hein, à Nîmes par exemple. Et là, ça va nous zoomer sur un endroit où il y a
aucune donnée sur notre carte, puisqu'on est aux alentours de Nîmes. Mais voilà. Pour après retourner sur votre vue principale, il suffit de recliquer sur Accueil et ça vous recentre sur la commune. Donc là, outil de recherche d'adresse, il y a normalement les lieux-dits aussi qui sont présents dessus s'ils sont bien enregistrés. Je regarde rapidement si vous avez posé des questions, mais là, je ne vois pas de questions sur le chat. Voilà pour l'outil de recherche. Alors, à gauche de l'outil de recherche, c'est l'outil de sélection. Lui, on ne s'en servira jamais. C'est un outil qui sert vraiment pour les options avancées d'utilisation du logiciel. À droite de l'outil de recherche d'adresse, vous avez l'outil d'impression. Donc, ça s'appelle l'outil d'impression, mais en fait, c'est plutôt un outil de création de PDF avec 3 options différentes. Le premier, impression PDF, c'est le plus complet. On va voir un petit peu comment il fonctionne. Quand on clique dessus, donc, il y a une deuxième fenêtre qui s'ouvre qui va nous indiquer d'abord 3 modèles différents, tous les 3 au format A4. Il y a des possibilités de créer des formats différents en cliquant sur modèle personnalisé. Là, on va utiliser pour l'instant ceux-là. Un qui est en horizontal et 2 qui sont en format portrait en vertical. Chacun de ces 3 modèles vous permet de modifier la résolution d'impression, donc la finesse d'affichage de l'image. Et puis, une option qui est intéressante, c'est au niveau de l'échelle, vous avez la possibilité de préserver l'échelle. Donc là, vous allez pouvoir, par défaut, il vous met l'échelle qui est affichée à l'écran derrière, mais vous allez pouvoir dire, je veux exactement du 50 millième, par exemple. Voilà, on voit derrière, il y a une espèce de cadre rouge qui affiche la zone qui va être couverte par votre impression. Si je mets du 5 millième, par exemple, on va avoir une zone beaucoup plus petite, là, qui va être, je vais mettre ça en petit, qui va être centrée sur l'écran. Donc, en choisissant ça, vous allez être sûr que quand vous imprimez en A4, votre carte, vous allez pouvoir mesurer vraiment avec une règle et utiliser l'échelle pour calculer les distances. Et l'autre option, c'est préserver l'emprise. Ça va vous permettre d'imprimer exactement ce qu'il y a à l'écran. Donc là, par exemple, l'ordinateur, il va calculer la bonne échelle pour que toute votre vue à l'écran soit visible sur votre carte imprimée. Donc là, moi, en général, je préfère préserver l'échelle. On va pouvoir choisir plusieurs options, échelle graphique, graticule, échelle numérique, mettre un titre, ma carte. On peut même rajouter des commentaires si on veut. On clique sur valider et donc votre outil il vous génère un fichier PDF. Voilà, ouverture de. Et donc là, on a 2 possibilités. Soit on l'ouvre avec notre logiciel de lecture de PDF habituel, soit on l'enregistre. C'est un fichier PDF, donc on va pouvoir après l'enregistrer dans un dossier, l'envoyer par mail à quelqu'un, voilà, et bien sûr l'imprimer. Donc là, je vais cliquer sur ouvrir. On va aller regarder le PDF qui a été généré. Alors, je ne sais plus si j'avais mis 5 millième ou 50 millième au moment d'imprimer. Quelqu'un me demande qu'est-ce que c'est qu'un graticule. Un graticule, c'est les petits croisillons. On va les voir là sur la vue. C'est des petits croisillons qui permettent de voir les coordonnées qui s'affichent. Voilà, graticule, c'est ce qu'on voit ici. C'est les espèces de rectangles qui correspondent au degré, latitude, longitude ici. Donc, ça vous permet parfois de vous repérer sur la carte. C'est plus un truc de cartographe. Hein. Je ne sais pas si tout le monde trouvera l'intérêt à ce système-là. Et donc, sur ce modèle-là en particulier, il y a la légende qui s'affiche à gauche avec tous les éléments qui sont visibles sur la carte imprimée. On va revenir dessus. Hein, tout à l'heure, c'est tout ce qui concerne l'éclairage public et le cadastre. Donc là, c'était un PDF. On peut imprimer, on peut enregistrer. Voilà pour ce qui est de l'impression PDF, le premier des 3. Les 2 suivants sont beaucoup plus simples à paramétrer. L'impression image, en fait, vous allez pouvoir choisir un format d'image. Donc, par défaut, c'est le JPEG, mais il y a d'autres formats qui sont disponibles. Une largeur et une hauteur en pixels. Et puis, toujours l'histoire de la préservation d'échelle. Donc là, si on veut mettre du 10 millième, par exemple, on va voir normalement derrière, voilà, ma zone au 10 millième, elle va faire ça. Si on veut du 800 pixels par 600 pixels, on clique sur valider. Et là, ça nous génère voilà, un fichier image qu'on va pouvoir ouvrir avec notre logiciel de photo ou l'enregistrer dans un document Word, par exemple, que vous voulez générer. Ça s'est ouvert dans votre fenêtre. Voilà ma vue image. Alors 600 pixels par 800 pixels, ce n'est pas énorme, hein, mais ça permet d'avoir une petite illustration, une vue d'ensemble, par exemple, de votre commune.
Et le dernier, impression navigateur, lui, il est assez simple. Alors là, il ouvre un nouvel onglet. Je ne sais pas si vous avez vu, là, on était sur cet onglet-là, le premier onglet cartographie en ligne. Et il a ouvert automatiquement un deuxième onglet, aperçu d'impression, sur lequel on va avoir la vue de la carte qu'on avait à l'écran au moment où on a cliqué sur l'outil. On a en bas un petit panel de notes où on peut taper du texte. Hein. Là, on teste. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que notre outil cartographie, là, il est déplaçable. Donc, on peut aller zoomer avec la molette ou en double-cliquant. On va pouvoir centrer vraiment sur une zone sur laquelle on veut faire un rendu carte. Et après, on clique sur l'outil imprimer cette page. Et là, ça nous crée un PDF. Comme les deux autres outils, c'est un fichier en fait, qui est généré. On n'a pas forcément l'impression tout de suite. Mais en tout cas, ça va nous permettre d'avoir une vue rapide et surtout bien facile à déplacer et à placer. Alors, comme c'est un autre onglet, on peut fermer cet onglet et revenir sur la vue principale. Alors, voilà un petit peu pour tous les outils de suivi, de déplacement plutôt de la carte. Et on va aller maintenant regarder comment faire pour paramétrer les couches qui sont affichées. Alors, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai zoomé un peu, on voit donc la photo aérienne en fond de plan, on voit les bâtiments et les parcelles du cadastre qui s'affichent en surimpression dessus. Et on a là dans cette commune le réseau d'éclairage public qui est affiché avec ses armoires, ses points lumineux. On reviendra dessus sur les différents objets qui sont visibles. Ça, c'est la vue par défaut. À chaque démarrage de l'application, ça vous affiche ces couches-là. Pour changer ça, vous avez un outil qui est à droite ici qui s'appelle Carte avec une main qui tient un globe. Quand vous cliquez dessus, il y a un panneau qui se déplie avec deux sous-onglets. Un onglet qui s'appelle Thématique et un onglet qui s'appelle Légende. Celui qui est par défaut, c'est Thématique. Thématique, ça va vous permettre de choisir les couches qui sont visibles ou masquées sur votre outil. Par défaut, donc, on a ici couche de dessin, c'est une couche qui sert pour des visualisations supplémentaires. Je ne vous le montrerai pas aujourd'hui parce que c'est un petit peu compliqué à utiliser. Vous avez des couches qui concernent l'éclairage public. Donc, le premier, c'est intervention EP et le deuxième, éclairage public, qui sont visibles. Là, l'œil ouvert, noir, ça veut dire que c'est des couches visibles. Et puis, vous avez des couches qui sont masquées. Ici, par exemple, électricité et gaz, c'est des couches où l'œil est barré, donc elles sont masquées. Le cadastre est visible. Et puis, vous avez en dessous un certain nombre de fonds de plan qui sont affichables également. Donc, on va les regarder les uns après les autres. Chacun de ces grands thèmes, on va dire, sont décomposés en sous-thèmes. Donc, par exemple, dans l'éclairage public, quand on déplie avec la petite flèche, on voit toutes les couches qui composent le thème éclairage public. Chacune de ces couches est elle-même affichable ou masquable. Donc, on peut masquer, par exemple, les points lumineux sous la forme de sous-garantie et puis les points lumineux en couleur. Là, on voit que sur la carte, derrière, il n'y a plus que les petits ronds blancs qui sont visibles. Je vais les remettre. Et puis, on peut masquer tout l'éclairage public là, en cliquant directement sur l'œil. Donc, on peut masquer, par exemple, le cadastre si on veut voir que la photo aérienne. On peut masquer, on peut changer les fonds de plan ici en bas. Donc, la photo aérienne qui est affichée par défaut, c'est celle-là, orthophoto Craig IGN 2018. C'est une photo, entre parenthèses, qui est une coproduction entre l'IGN et le CREG. Alors, le CREG, c'est le Centre régional Auvergne-Rhône-Alpes d'information géographique. C'est une entité, c'est un groupement d'intérêt public, donc avec des partenaires privés et publics qui se sont mis ensemble pour créer et proposer aux collectivités au départ la région Auvergne et puis maintenant la région Auvergne-Rhône-Alpes, des données géographiques. Donc, ils ont coproduit, par exemple, avec l'IGN, cette photo aérienne, on va dire, moyenne résolution. Et ils ont coproduit avec nous, TE38, une photo aérienne de très haute résolution. Donc, c'est une photo qui s'appelle PCRS, c'est celle qui est visible en premier sur la liste des fonds de plan. Cette photo-là, elle n'est pas encore disponible sur toutes les communes, elle est disponible que sur les communes, on va dire, du nord-ouest du département, jusqu'au Pays Voironnais, jusqu'à comme Bièvre-Isère et Bièvre-Est. Progressivement, TE38 et le CREG sont en train de réaliser les photos sur les autres communes. Et vous pouvez déjà, normalement, vous avez reçu des mails, les communes qui sont dans ces secteurs-là, vous avez reçu des mails pour vous proposer de souscrire à ce service-là. Donc, on peut voir cette photo aérienne, entre parenthèses, en zoomant plus sur la carte. Tac, vous voyez ici, c'est la photo PCRS qui vient de s'afficher. On peut la masquer. Donc là, on va aller zoomer sur, par exemple, cette rue.
Là, on est sur la photo moyenne résolution, la photo coproduite par l'IGN et le Craig. On commence à voir les pixels ici dans cette rue. Quand on zoome suffisamment, là, ce lampadaire, on voit à peine l'ombre ici, on devine un peu qu'il y a un lampadaire ici. Et quand on rend visible la photo PCRS, tac, là, on voit qu'on a une résolution qui est bien meilleure. Alors, la photo est un peu terne ici sur cette commune, mais on voit qu'on a des détails beaucoup plus fins qui sont visibles sur la voirie, parce que l'objectif, c'était principalement de gérer les plans de réseau. Alors, quelqu'un me demande si ce service de photo aérienne est gratuit ou payant. Il est gratuit pour les communes pour lesquelles TE38 est l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité. Donc, c'est le cas normalement de vous toutes qui êtes présentes ici, les communes ici. Il n'y a que les communes sur lesquelles on n'est pas AODE qu'on aura peut-être un coût qui sera induit. Donc, ça, c'est des choses qu'il faudra peut-être voir. Si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez me contacter par ailleurs. Mais pour, on va dire, 95% des communes de l'Isère, c'est gratuit. Quelle que soit votre taille de population, etc. C'est un service qui est offert. Donc cette photo aérienne, hein, vous voyez, elle est hyper précise. On va pouvoir voir vraiment des éléments très fins, des marquages au sol, même des changements de revêtement. Ça peut permettre de repérer des endroits où il y a de la chaussée qui est un peu abîmée. Et puis bien sûr, tous les équipements urbains. Ici, sans doute un poteau incendie, là des plaques odotactiles qui sont présentes. Vous allez vraiment avoir les plaques d'égout qui sont visibles. Donc ça, c'est un outil qui peut être vraiment pratique après pour vos communes. Voilà, c'était juste une petite parenthèse sur les couches qui sont disponibles. Ça, c'est un sujet qu'on peut aborder par ailleurs. Donc, outre ces deux couches de photo aérienne qui sont visibles par défaut, vous avez des couches, donc là, je vais les masquer et puis afficher les autres couches. Vous avez la couche scan IGN qui représente en fait la carte IGN. Alors, elle ne se voit pas à ce zoom-là. On va faire un petit zoom arrière pour la voir. Voilà, elle se représente comme les cartes IGN au 25 millième avec les courbes de niveau et les bâtiments. Vous avez une autre version en niveau de gris qui, lui, est assez pratique quand on utilise des surcouches comme le cadastre, comme le réseau d'éclairage public, par exemple. On a des couleurs qui ressortent bien sur le gris. Scan Express, c'est aussi une vue fournie par l'IGN. Et puis, on a trois couches qui sont possibles d'afficher, qui sont issues d'OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est un projet collaboratif sur Internet, animé par des bénévoles qui saisissent tout ce qui est présent sur le territoire, que ce soit les rues, les bâtiments, les commerces, les adresses, etc. Donc, sur cette couche-là, vous allez parfois avoir des éléments sur les commerces qui sont présents dans votre ville, parfois même de la végétation. Là, on voit les arbres. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est qu'on voit les noms d'adresses, les noms de rues, pardon, et les adresses. Donc, c'est parfois pratique pour se repérer sur le terrain. Donc là, il y a trois vues différentes, OpenStreetMap, OpenStreetMap France, et puis un troisième OpenStreetMap humanitaire qui est un peu plus dans les tons vert kaki. Ça va dépendre vraiment de vos besoins là-dessus. Alors, je vois qu'il y a des questions écrites que je n'ai pas vu passer. Nous n'avons pas leur taux PCRS, donc effectivement, c'est quelque chose qui doit être validé. J'ai envoyé donc les conditions générales d'utilisation sous format PDF à toutes les communes sur lesquelles le PCRS est disponible. Donc, il faut d'abord que les communes signent les CGU, les conditions générales d'utilisation, pour que je leur donne l'accès et que vous voyez apparaître ici le petit onglet, le petit module orthophoto PCRS. Donc, d'abord, on doit recevoir les CGU signés. Et puis, quelqu'un d'autre me demande, Luc Berthier me demande, a-t-on cette résolution à disposition dans le Sud-Isère? Eh bien non, ce n'est pas encore disponible. Normalement, donc là, maintenant, il y a toutes les communes, je vous ai dit, qui sont dans le nord-ouest qui l'ont. On a les communes qui sont dans les Comcom de Saint-Marcelin, Vercors, Isère, du massif du Vercors et de la Chartreuse, cœur de Chartreuse. Et également, il me semble, le Crésivaudan, qui vont être survolés cet été, donc fin du printemps, début de l'été, donc sur lesquels on aura cette photo aérienne très haute résolution qui sera disponible 6 mois plus tard, parce qu'en fait, entre le moment où le vol est fait et le moment où les photos sont disponibles, il faut à peu près 6 mois de traitement. Donc, sur les communes que j'ai citées, ce sera en janvier 2022, donc dans un an, ce sera disponible. Et puis, malheureusement, pour les communes qui sont plus dans les zones de montagne, donc Trièves,
Mathézine et Oisan. On a choisi de les traiter en dernier, donc elles seront survolées en été 2022, avec une disponibilité en hiver 2023, donc en janvier 2023. Tout simplement parce que sur ces communes, on a des énormes écarts d'altitude entre les fonds de vallée et les sommets, et que du coup, ça nécessite sans doute des techniques de plan de vol qui sont un peu adaptées. Donc, on a choisi de traiter d'abord la plaine, en gros, et les montagnes progressivement par la suite. Donc, désolé pour ces communes qui sont parfois souvent servies en dernier, et là encore une fois, mais c'était vraiment des contraintes, on va dire, matérielles sur les hauteurs de vol. Voilà pour le PCRS. Je reviens donc sur la vue générale sur ces couches-là. Alors, on n'a pas vu l'onglet Légende qui est à droite de l'onglet thématique ici. Légende, c'est un onglet où vous allez avoir de visible uniquement les couches qui sont vraiment visibles à l'écran. Un peu comme on a vu tout à l'heure sur l'impression PDF, on avait la légende qui était adaptée en fait en fonction des couches visibles. Donc là, par exemple, on voit tous les éléments des réseaux d'éclairage public. Mais si on masque l'éclairage public dans notre thématique, ici à gauche, on revient sur légende et vous n'avez plus que les interventions EP qui sont visibles. Et si on les masque, on n'a plus rien dans la légende. Donc cette légende-là, elle permet de retrouver rapidement, tiens, il y a un objet qui est visible, qu'est-ce que c'est? Hop, je peux aller cliquer sur légende et le voir bien. Alors, outre cette couche d'éclairage public qu'on va approfondir tout à l'heure quand on va expliquer un peu la maintenance et les déclarations de panne, on a deux couches qui vont vraiment être intéressantes pour vous, les communes. C'est la couche électricité, ici, qui va reprendre tout le réseau qui est concédé à Enedis, donc le réseau de distribution électrique, qu'on appelle HTA-BT. Donc HTA, c'est la haute tension A et BT, c'est la basse tension. Simplement parce qu'on a deux types de tronçons, les tronçons HTA, qui sont en aérien ou en souterrain. Câble, ici, ça veut dire souterrain. En gros, pour mémoire, les tronçons aériens sont en trait continu et les tronçons souterrains sont en pointillés. Tout ce qui est HTA est représenté en rouge et ce qui est en basse tension est représenté en bleu ou en vert selon que c'est aérien ou souterrain. Et donc, vous avez également des éléments, des branchements. Donc, branchement, en gros, c'est ce qui relie le réseau de distribution aux consommateurs finaux. Ça, c'est pour tout ce qui concerne les câbles. Et puis, vous avez tous les éléments ponctuels, là, qui sont les postes électriques, qui sont représentés avec une légende détaillée. Si on peut replier ça, on a tous les postes électriques qui sont affichables, masquables, mais vous avez aussi la possibilité de masquer ou d'afficher toutes les sous-classes du type poste électrique. Alors, quelqu'un demande, les participants peuvent-ils envoyer les questions à tous les panélistes, qu'on puisse voir aussi les questions posées? C'est le cas, hein, tout le monde envoie normalement toutes les questions. Ah, tous les panélistes. Ah, d'accord. En fait, apparemment, par défaut, vous envoyez les questions à moi seul. Et du coup, c'est pour ça que les autres ne voient pas les questions. Donc, n'hésitez pas, avant d'envoyer votre question écrite, à cliquer sur Envoyer à et de mettre tous les panélistes et participants. Oui, effectivement, c'est une bonne remarque. Comme ça, tout le monde pourra voir les questions écrites au moment où je les lis. Alors, cette couche de réseau électricité, et je vais masquer la photo comme ça, on la verra. Cette couche de réseau électricité, distribution électrique, elle vous est fournie à titre d'information. C'est plutôt une information schématique, on va dire, de présence ou d'absence de réseau. Mais il ne faut pas en tenir compte de façon précise pour, par exemple, préparer des travaux. Tout simplement parce que la précision de la carte est parfois, on va dire, moyenne. C'est ce qu'on appelle le réseau moyenne échelle. C'est des plans qui sont parfois imprécis à quelques mètres près, ce qui peut vouloir dire que si le réseau est représenté d'un côté d'une rue, en réalité, il est présent de l'autre côté. Ou que voilà, il peut y avoir un écart de quelques mètres avec la réalité. Donc, ne jamais prendre en compte ces plans-là pour les travaux. On a normalement une procédure qui est officielle, qui est la procédure DT-DICT, que vous devez suivre pour faire les travaux, pour obtenir les plans précis. Donc, c'est Enedis qui est chargé de la réponse au DT-DICT quand il s'agit des réseaux de distribution électrique. Donc, toujours faire de la procédure DT-DICT, ne jamais utiliser ces plans de réseau pour les travaux. Par contre, vous pouvez vous en servir, bien entendu,
pour tout ce qui est urbanisme, tout ce qui est prévision de développement, pour vérifier si un quartier est desservi en souterrain ou en aérien, vous allez avoir l'info grâce à ça. Il y a des petits éléments en texte qui se trouvent le long des câbles qui représentent en fait le type de câble qui est installé avec sa section, si je ne me trompe pas. Alors moi, je ne suis pas expert dans cette connaissance de réseau, donc je laisserai ceux qui s'y connaissent bien pouvoir l'expliquer plus tard. Et donc, en dessous du réseau électricité, vous avez le réseau gaz qui est visible. Ouais, la photo derrière. Donc, le réseau gaz, lui, il est représenté par seulement les conduites de gaz avec une couleur différente selon le concessionnaire. Du jaune quand c'est GRDF, et les communes qui ont des réseaux Primagaz ou Crenalp, vous aurez du violet et du orange. Ce réseau-là, il est représenté juste par les tronçons. On a choisi de ne pas représenter les ouvrages d'accès au réseau, tous les ponctuels, pour éviter que n'importe qui puisse y accéder, étant donné la dangerosité du réseau. Donc là aussi, attention à la précision, c'est un réseau qui n'est pas forcément très précis au niveau localisation. Donc, toujours faire des TDICT. En plus, quand vous faites une DTDICT pour le gaz, normalement, les agents des exploitants se déplacent pour vous aider à marquer les emplacements des réseaux. Voilà, pour le gaz. Alors, je vais un petit peu faire le tour maintenant de tout ce qui concerne le cadastre. Pas forcément que le cadastre d'ailleurs, un peu tous les objets. Vous avez, donc je vais me remettre dans la vue qu'on a par défaut au démarrage de l'application. Je vais replier la couche carte, donc en recliquant dessus. Vous avez un outil dans Cassini qui vous permet d'interroger la carte. Donc c'est un outil qui va vous permettre de demander à la carte qu'est-ce qu'il y a comme objet à l'endroit où je clique. Cet outil, c'est celui-là, l'outil d'interrogation, qui est représenté par un petit i dans une bulle. Quand on clique dessus, donc vous voyez, l'outil devient actif, il est devenu bleu. Ma souris est devenue, il y a maintenant un petit point d'interrogation à côté de la souris. Et on va pouvoir cliquer sur un emplacement de la carte. Par exemple, ici, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a comme objet à cet endroit-là. Donc, je clique. Et là, en fait, c'est un panneau résultat qui va s'afficher dans lequel on va avoir la liste de tous les objets. Quand je passe la souris dessus, en plus, sur la carte, une petite bulle qui s'affiche qui indique le nom de l'objet. Donc, on voit qu'il y a des supports EP, EP pour éclairage public. Il y a un point lumineux, il y a 2 câbles souterrains qui sont visibles, et puis 2 parcelles dont le code, on va dire l'identifiant parcellaire, s'affiche. Cet outil, on peut faire un clic simple comme j'ai fait, mais on peut aussi faire un cliquer déplacé. Donc là, ça va faire en fait un cercle pour sélectionner tous les objets qui sont à l'intérieur du cercle. Et quand on passe la souris dessus, on a toujours les objets qui se mettent en surbrillance à côté. Cet outil il est paramétrable, c'est-à-dire qu'on peut cliquer sur le petit 6 qui est à droite du bouton. Et quand on clique dessus, on a la liste de toutes les couches qui sont interrogeables dans la carte, qu'on peut cocher ou décocher. Par exemple, je veux interroger juste les supports EP, on va dire. Et puis, on peut changer aussi la forme de la requête d'interrogation quand on déplace la souris. Donc, par exemple, au lieu de faire un rond comme j'avais, je veux prendre un rectangle. Et là, quand on va déplacer la souris, ça va faire un rectangle et interroger uniquement les supports. Donc là, vous voyez, tac, on n'a que les 3 supports qui sont en bleu et qui sont visibles dans l'onglet Résultats. Alors, 2 choses à savoir sur cet onglet Résultats. Il est escamotable. Quand on reclique sur le bouton à droite, là, il va rentrer, il va se cacher en fait dans le menu. Mais on voit que nos 3 supports sont toujours bleus, là, ils sont toujours sélectionnés. Interrogés, pardon, ils sont toujours interrogés. Donc là, on peut redéplier l'onglet Résultats. Et pour vraiment les enlever de la recherche, on va avoir une petite corbeille ici qui s'appelle Vider les résultats de cette recherche. Quand j'ai cliqué dessus, vous avez vu, le panneau résultat s'est fermé tout seul. Les supports ne sont plus en surbrillance. Et ici, à droite, on n'a plus le petit panneau, le petit bouton résultat. Il est devenu invisible. Deuxième chose à savoir, outre voilà, que le panneau résultat il peut s'escamoter, le bouton il reste actif tant qu'on n'a pas recliqué dessus.
Donc là, imaginez que vous voulez vous déplacer sur la carte pour aller chercher un autre secteur de votre commune. Vous essayez de vous déplacer, mais en fait, vous n'arrivez pas, tout simplement parce que le bouton est encore actif. Donc, vous recliquez dessus, et là, maintenant, vous pouvez vraiment vous déplacer. Donc là, j'ai fait une grosse interrogation sur ce secteur-là. Il y a plein de candélabres qui ont été sélectionnés. Pour les enlever, je reclique sur le bouton poubelle, et voilà, on revient sur la vue normale. Alors, au niveau cadastral, donc, je le disais tout à l'heure, on va avoir, donc là, je vais tout cocher pour pouvoir aller sélectionner les parcelles. C'est quelque chose de général dans l'application. Une fois que les objets sont dans l'onglet Résultats, ils ont tous une fiche en fait, sur laquelle on va avoir toutes les informations de l'objet. Donc là, j'ai fait une interrogation à cet endroit de la carte. J'ai tous mes objets qui sont là. Et en fait, sur chaque objet, quand je passe la souris dessus, on a le premier bouton là qui s'affiche, qui est en fait le bouton pour ouvrir la fiche de l'objet. Donc on peut par exemple ouvrir support EP, on va ouvrir sa fiche de celui-là. On a toutes les informations qui sont liées. Donc là, c'est une commune qui nous a transféré l'éclairage public. On a toutes les informations qui sont liées au diagnostic d'éclairage public qui a été fait au départ sur cette commune. Donc, type de support, le matériau, la forme, la hauteur, etc. Donc, je vais refermer cette fiche. Les points lumineux, ils ont aussi une fiche avec le type de source qui est installé, le fabricant, etc., etc. Toutes les infos sont disponibles. Les câbles ont aussi une fiche, les parcelles ont aussi une fiche. Alors, au niveau des parcelles du cadastre, vous avez deux fiches même. La première fiche qui est ici, c'est la fiche parcelle, on va dire par défaut. C'est une fiche grand public sur laquelle on a uniquement les informations qui ne sont pas nominatives. Donc, les informations qui ne sont pas soumises à la CNIL. Donc là, en gros, c'est l'adresse et le numéro de la parcelle. Voilà. Et également sa contenance, donc sa superficie, en gros, en 3400 m². Et le deuxième bouton qui est ici, c'est la fiche parcelle des informations de la matrice cadastrale. Donc, quand vous cliquez dessus, vous allez avoir les informations très détaillées sur le propriétaire, son nom, sa date de naissance, les locaux qui sont présents sur la parcelle, les subdivisions, etc. Même un petit plan de la parcelle. Donc, ces informations-là, elles sont soumises à la CNIL, elles sont soumises au respect des règles édictées par la CNIL. Donc, pour pouvoir y avoir accès, vous devez normalement signer la convention d'utilisation. Donc, c'est une convention qu'on vous envoie normalement quand vous souscrivez au service et quand vous transférez l'éclairage public, mais certaines communes ne le font pas forcément, donc attention à bien nous l'envoyer, comme ça vous aurez accès à ces données nominatives. Là aussi, hein, attention à bien respecter les règles de la CNIL, vous ne devez pas normalement faire des fichages des personnes, vous devez fournir les données des propriétaires d'une parcelle. Vous pouvez les fournir à une personne qui vous les demande, même si ça ne les concerne pas directement, mais si c'est un voisin par exemple, vous pouvez lui fournir les informations, mais attention à ne pas fournir les informations de façon massive si elles sont demandées par quelqu'un. Donc là, il y a des règles, je vous renvoie à toutes les informations de la CNIL à ce sujet. Donc ces informations, on va dire nominatives, elles sont accessibles en cliquant sur une parcelle comme ça, mais elles sont aussi accessibles avec un outil de recherche qui se situe à gauche ici, localisation cadastre. Alors je vais refermer mon panneau de résultats là pour masquer tout ça. Quand on ouvre l'outil localisation cadastre, on va avoir un outil de recherche qui va permettre de rechercher des parcelles, d'abord par référence. Donc là, vous allez pouvoir taper la section cadastrale de la parcelle que vous cherchez et son numéro, par exemple. Parcelle 125. On clique sur Appliquer. Et là, à droite, il y a la parcelle recherchée qui apparaît dans les résultats, comme si on avait cliqué dessus. Et là, ce qui est intéressant, c'est l'outil Zoomer sur les résultats, ici, qui va pouvoir vous permettre d'aller regarder où se trouve la parcelle concernée. Voilà, elle est surlignée en rouge. Et on va pouvoir ouvrir sa fiche, etc. On peut refermer le panneau résultat, exactement comme quand on fait une interrogation graphique, en cliquant sur l'outil Vider la corbeille. Deuxième outil, la recherche parcelle par adresse. Donc là, on peut taper soit un lieu-dit. Alors là, il n'y a visiblement pas de lieu-dit à cet endroit, ou alors ça n'a pas été généré quand on a créé la base. On peut taper un nom de rue. Voilà, là, on a tous les noms de rue qui apparaissent. Tac.
avec les adresses. Et là, comme tout à l'heure, on peut zoomer sur la parcelle en question. Troisième outil, alors je vais refermer cela, tac, tac. Troisième outil, la recherche des parcelles par propriétaire. Donc ça, on parle bien du propriétaire du terrain, de la parcelle en elle-même. Donc là, vous avez une recherche entièrement sur le nom des personnes. Donc on peut taper Dupont ou Dupuis. Voilà, Duplessis par exemple. On va cliquer sur les résultats suggérés, on clique sur appliquer, et on va voir toutes les propriétés qui appartiennent à cette personne-là. Toujours pareil, on peut zoomer dessus. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir taper, par exemple, les parcelles qui appartiennent à la commune. Et il y a aussi des parcelles, visiblement, qui appartiennent à la communauté de communes. Mais on va aller chercher celles qui appartiennent à Saint-Georges-d'Espéranche, la commune elle-même. On clique sur appliquer, et on a donc toutes les parcelles qui apparaissent en rouge. Donc c'est intéressant parce qu'on va pouvoir... Alors, je vais refermer. Pourquoi on ne voit rien? Ah non, on ne les voit pas. Ah si, voilà, ça y est. Il y a mis un petit temps d'affichage. Donc, on voit toutes les parcelles qui appartiennent à la commune. Donc, ça peut être intéressant si vous avez besoin d'implanter un équipement public, par exemple, une borne de tri ou que sais-je. Et vous allez pouvoir voir tout de suite, sur ce secteur-là, il y a telle parcelle qui appartient à la commune, telle autre. Voilà. Ça peut être intéressant pour vous. Et le dernier outil, non, c'est pas là, c'est là. Le dernier outil, c'est la recherche par propriétaire de locaux. Puisque, comme vous le savez, il peut y avoir des propriétaires pour la parcelle elle-même et puis d'autres propriétaires pour les locaux, notamment quand c'est une copropriété ou quand c'est un immeuble avec plusieurs appartements. On peut avoir plusieurs propriétaires des locaux. Donc là, de la même façon, on peut taper le nom d'une personne et ça va vous rechercher du coup la parcelle sur laquelle il y a des locaux qui appartiennent à cette personne, sans forcément vous dire quels sont les locaux concernés. Voilà pour la recherche cadastrale. Donc là, mon panneau, comme les parcelles sont encore en rouge, on rouvre le panneau résultat qui est à droite. On peut cliquer sur la corbeille, tac, le panneau résultat a disparu et la carte est redevenue comme tout à l'heure. Voilà pour tout ce qui concerne les informations cadastrales. Alors, je regarde un peu les questions, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Il y a quelqu'un qui demande à Saint-Paul d'ISO, les réseaux téléphones et fibres pourront-ils être présents? Alors, c'est une bonne question. Nous, on a donc bien sûr tous les réseaux qui concernent l'énergie, puisque c'est notre cœur de métier à TE38. Tout ce qui concerne les réseaux de télécommunications, on ne peut les rajouter que si les communes vous-même possédez les plans de ces réseaux. Donc, si vous possédez les plans de ces réseaux et que vous les avez dans un format compatible avec notre application, c'est-à-dire dans un format shapefile, donc ça c'est une norme de cartographie, on peut les rajouter à votre demande et ça fait partie d'un thème supplémentaire. Donc les thèmes supplémentaires, ils sont facturés avec un coût annuel. Alors, ça dépend de la taille de votre commune, mais c'est soit 50 € par an, soit 100 € par an. Donc, si vous avez les fichiers des réseaux téléphonie et fibre, vous pouvez nous les envoyer, on peut les rajouter à votre demande et du coup, vous aurez un coût supplémentaire sur l'utilisation de la plateforme. Il y a certaines communes, notamment Nantes-en-Ratier récemment, je les salue, je crois qu'ils sont avec nous là, qui ont demandé de rajouter les réseaux d'assainissement, d'eau, le plan d'urbanisme, les plans des risques qu'ils avaient fait transformer dans le format shapefile. Et donc, on a pu le rajouter sur l'application. Donc, dans ces cas-là, quand vous demandez de rajouter des couches d'informations, elles vont se rajouter à la suite. Après éclairage public et électricité gaz, vous allez avoir les autres couches qui apparaissent ici. C'est d'ailleurs le cas pour les communes qui ne nous ont pas transféré l'éclairage public, mais qui nous ont déjà demandé aussi de mettre les réseaux quand même, même si on n'a pas la maintenance dessus. Il y a un certain nombre de communes qui ont demandé ça, donc elles ont l'éclairage qui apparaît, même si on ne les a pas demandé la maintenance. J'en ai à peu près fini pour tout ce qui concerne les généralités, il me semble. Et je vais maintenant passer à ce qui concerne l'éclairage public. Donc, les communes qui n'ont pas l'éclairage sur leur carte n'ont pas forcément besoin de rester pour la suite, mais elles peuvent rester si elles le veulent, bien sûr, pour voir comment ça fonctionne. Au niveau de l'éclairage public, donc, vous avez des réseaux qui sont représentés par des armoires. Donc, les armoires, c'est les carrés blancs, qui sont reliés par des câbles vers les points lumineux. Les points lumineux, donc en gros les lampadaires, les candélabres, ils sont représentés par des points blancs qui sont positionnés à l'emplacement du support, là où le support se trouve sur le terrain, et par des points de couleur. Donc là, ici, ils sont gris, donc ce n'est pas forcément très parlant, mais on a des points de couleur qui sont soit jaune, rose ou bleu.
qui représente les foyers qui sont dessus. Donc, quand on a un support, la plupart du temps, il y a un support, un foyer, mais parfois, on a deux foyers qui sont installés sur le même support. Donc, dans ces cas-là, on a les deux, par exemple ici, on a les deux foyers qui sont représentés par deux points colorés autour du support. Quand il y en a trois, ben, du coup, ils vont être répartis au fur et à mesure autour de l'objet support. Il y a un code couleur pour ces foyers qui correspond au type de source. Donc, jaune pour le SHP. SHP, c'est sodium haute pression. Rose, comme ici, c'est pour les LED. Et puis, on a du bleu pour ce qui concerne les ballons fluo. Les ballons fluo, c'est des sources qui sont avec des vapeurs de mercure, donc qui sont normalement interdites à la pose aujourd'hui. Donc, en général, quand vous avez un ballon fluo, donc un point lumineux qui est représenté en bleu, qui tombe en panne, ça veut dire qu'il va falloir le remplacer par un autre luminaire. Donc, ça demande souvent un coût supplémentaire. Et puis, on a autour de certains points un petit losange qui apparaît ici sur cette commune. Ce sont les points où le foyer a été changé il y a moins d'un an. Donc, quand il y a eu des travaux avec des remplacements de luminaires, ils apparaissent avec un petit losange rouge ici. Donc, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans la légende. Je vais rouvrir la légende. Point lumineux sous garantie, ici avec un losange, c'est ceux qui sont posés il y a moins d'un an. C'est pour ça qu'on va avoir un traitement différent de la panne si une panne est déclarée sur ces points-là, parce qu'ils sont encore sous garantie. On voit ici également les couleurs qui correspondent aux différents types de sources. On a aussi du vert pour ce qui correspond à la source en iodure métallique. C'est assez rare, mais on en a quand même sur pas mal d'endroits. Ça me permet de faire une parenthèse sur aussi les représentations des... Alors là, c'est marqué luminaire, mais c'est en fait les supports. Les supports qui sont sous contrat ou hors contrat. La plupart du temps, vos supports sont sous contrat, c'est-à-dire qu'ils font partie du patrimoine qui nous a été transféré lors du transfert de la compétence éclairage public. Mais certains d'entre eux sont barrés sur la carte parce que ce sont des points qui appartiennent soit à un lotissement privé, donc qui ne sont normalement pas traités par nos agents pour faire la maintenance, soit ça appartient à la communauté de communes, quand c'est notamment dans des zones d'activité. Donc dans ces cas-là, c'est pareil, c'est normalement pas inclus dans le contrat. Donc, quand vous voyez sur la carte des points qui sont barrés, ça veut dire que normalement, ce n'est pas à nous de les entretenir et d'intervenir quand il y a une panne dessus. C'est soit au lotissement privé de s'en charger, soit à la communauté de communes si c'est une zone d'activité. Au niveau des câbles, donc il y a deux grands types de câbles. Comme tout à l'heure, c'est l'aérien qui est représenté en trait continu et le souterrain qui est en pointillé. Mais là, il y a un code couleur qui est lié à la classe de précision. Alors, la classe de précision, c'est en fait le degré de certitude qu'on a de la justesse de la cartographie. Si le câble est certain, si on est certain que le câble est présent à l'emplacement indiqué à 50 cm près, il est en classe A. Si le degré d'incertitude varie entre 50 cm et 1,50 m, c'est la classe B. Et si potentiellement il peut être à plus d'1,50 m, c'est la classe C. Sur cette commune, TE38 a réalisé une détection des réseaux souterrains et un géoréférencement. Donc, on a la plupart des câbles qui sont en classe A, mais on a encore certains endroits où on a de la classe B ou de la classe C si jamais il y a eu des problèmes lors de la détection, soit à cause d'une perturbation électromagnétique à l'endroit de la détection, soit à cause d'une impossibilité d'accéder à la zone. Donc, on voit il y a certains endroits comme ici où le câble est en rouge, ça veut dire que potentiellement il est à plus d'1,50 m de cet emplacement-là. Donc, c'est des endroits où les entreprises de travaux qui creusent doivent se méfier et faire de la détection complémentaire ou avancer avec des techniques adaptées pour ne pas endommager le réseau. Ça me permet, entre parenthèses, de montrer que la cartographie est assez juste puisqu'on tombe pile sur les pieds de mât ici, quand on a les points lumineux qui sont cartographiés. Donc, les communes qui nous rejoignent, qui nous transfèrent l'éclairage public, au moment où elles nous le transfèrent, on fait un diagnostic qui inclut une partie cartographie. Donc, cette cartographie-là, du diagnostic, elle est très schématique, c'est-à-dire qu'on va avoir un réseau en classe C. Les agents, les techniciens qui font le tour de la commune pour relever les lampadaires, ils vont faire un relevé à la vue, en fait, en utilisant un fond de carte cadastrale ou photo, mais en tout cas, ils ne vont pas les positionner forcément de façon très précise. Et surtout, ils ne font pas de détection. Donc, on peut rater un certain nombre d'emplacements de câbles souterrains. Et c'est progressivement par la suite qu'on va réaliser la détection et le géoréférencement sur les communes qui nous ont transféré la maintenance.
et donc c'est fait progressivement. Au niveau du nommage des points, on a un codage qui est fait avec les armoires qui portent un nom qui correspond aux 5 chiffres de la commune. Donc, c'est les 5 chiffres du code INSEE de la commune. Ce n'est pas le code postal, hein, c'est un autre code qui est unique normalement pour chaque commune. Suivi de 2 lettres en majuscules. On les nomme en général, alors ça dépend des communes. Il y a certaines communes sur lesquelles on les nomme AA, AB, AC en suivant l'ordre alphabétique. Et puis d'autres communes sur lesquelles les armoires sont nommées avec des lettres qui reprennent plus ou moins le nom du lieu-dit ou le nom de la rue sur lequel elles se situent, ou le nom du poste électrique. Ensuite, on a un certain nombre de câbles qui partent de l'armoire et un certain nombre de départs. Un départ, c'est en fait un ensemble de points lumineux qui sont rattachés à un même point de départ de l'armoire et qui sont en général, on peut les éteindre ensemble en fait. Donc, par exemple, sur cette armoire, il y a plusieurs départs. Les départs, ils sont représentés par des petites lettres minuscules, petit a, petit b, petit c. Sur cette armoire, par exemple, il y a un départ petit a, donc tous les points lumineux qui sont reliés au départ petit a, ils finissent par un A. Il y a un départ D, tous les points qui sont reliés à ce départ finissent par un D, etc. Donc le départ C part par là, et puis il y a sans doute un départ E qui est ici, voilà. Les points lumineux, eux, ils sont nommés en reprenant le nom de l'armoire et en rajoutant après 3 chiffres. Donc c'est des chiffres qui sont croissants, hein, 001, 002, 003, etc. pour une armoire donnée. Donc sur l'armoire BO, on voit qu'il y a au moins 74 points puisqu'on arrive à ce chiffre-là ici. Et on a aussi un nommage pour les foyers, mais qu'on ne voit pas sur la carte, qui reprend le numéro du support, et en rajoutant 01, 02, 03 selon le numéro du foyer. On a vu tout à l'heure, quand il y en avait plusieurs, en gros, ça va de 01 à 03, 04 s'il y a 4 foyers sur le même support. Donc ces infos-là, on les retrouve en cliquant sur l'outil d'interrogation et en allant chercher, par exemple ici, hop, je vais interroger toute la carte à cet endroit-là. On a l'armoire ici qui a donc son libellé, donc son codage, avec son adresse et le type de contrôle qui est installé dessus. On peut ouvrir sa fiche et voir toutes les infos détaillées qui ont été relevées lors du diagnostic éclairage public. Voilà, le type d'armoire, le type de compteur. Parfois, sur certaines communes, on va avoir la valeur du relevé de compteur avec la date à laquelle ça a été fait, la puissance souscrite, les intensités mesurées, etc. Quelques informations de localisation avec l'adresse, la liste des départs. Donc, sur cette armoire, par exemple, on voit qu'il y a jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 départs différents qui vont de A à G. Et puis, tous les équipements liés. Donc, ça va calculer automatiquement tous les points lumineux et les câbles qui sont rattachés à cette armoire. On a aussi un onglet qui s'appelle Documents associés sur lequel on peut rajouter des photos. Donc là, par exemple, vous aurez les photos ou la liste des photos de l'armoire qui ont été prises soit par l'entreprise de travaux, soit par nous, soit même par vous. Vous avez la possibilité, vous, de rajouter des nouvelles photos en cliquant sur Nouveau et d'aller après mettre des photos. Si vous avez pris une photo de l'armoire, vous pouvez rajouter des infos, par exemple. Ensuite, au niveau des supports, donc de la même façon, on a le type de support, l'adresse qui s'affiche dans l'onglet Résultats, et on peut cliquer sur la fiche pour regarder toutes les informations sur ce support. Donc là, c'est un point qui a été installé en façade avec une certaine hauteur. Voilà, de la même façon, on a document associé, mais là, par contre, c'est assez rare qu'on rentre les photos sur chaque support. Mais si vous voulez, documenter une information sur un support, vous pouvez le faire. Point lumineux, c'est là qu'on voit, donc je vous ai dit tout à l'heure, le codage du support plus 2 chiffres qui sont dans l'ordre croissant, 01, 02, 03 après, qui suivent, avec le type d'ampoule et la puissance installée. Là aussi, on a toutes les infos quand on clique dessus avec le fabricant, le modèle de luminaire, etc. Donc on peut retrouver tout ça. Les câbles ont aussi une fiche, mais elle va être un petit peu moins intéressante. On a juste le type de câble. C'est à peu près tout ce qu'on a dans notre base de données. Alors, comment faire pour signaler une panne? C'est la question qu'on attendait tous depuis le début de cette présentation. Donc, les signalements de panne, ils peuvent être faits de 2 façons. Ils peuvent être faits sur les armoires et ils peuvent être faits sur les supports. N'allez pas chercher de signalement de panne sur les points lumineux, on ne peut pas le faire. On a décidé de se limiter au support pour éviter qu'on ait besoin d'aller chercher qui est le point lumineux concerné quand il y en a plusieurs sur le même support. Pour signaler une panne, donc, il faut aller
interroger la carte à l'endroit de la panne. On va aller passer sa souris sur le panneau et au lieu d'aller dans la fiche, on va aller tout à droite, là, dans le petit gyrophare. Donc, on peut le déclarer sur une armoire, on peut le déclarer sur un support, mais sur le point lumineux, il n'y a pas de petit gyrophare. Donc, on clique sur le gyrophare et ça va nous ouvrir la fiche demande d'intervention sur laquelle, donc c'est vous, la commune, qui avez la main pour indiquer quel est le type d'intervention demandée. Donc, un petit rappel, si votre commune a le forfait Maxilum, donc c'est le forfait le plus abouti, le plus avancé, celui qui est plus cher aussi, vous avez normalement, dès que vous demandez une intervention, un délai d'intervention qui est d'1 semaine quand c'est une armoire ou plusieurs points lumineux consécutifs, et de 2 semaines quand c'est un point lumineux seul. C'est une panne ponctuelle, on va dire. Par contre, si vous êtes au forfait Basilum, donc le forfait niveau 1, celui qui est moins cher, vous avez un certain nombre d'interventions qui sont prévues par an, de passage, pendant lesquelles l'entreprise va faire la maintenance de toutes les pannes signalées. Et si vous avez besoin, par contre, d'une intervention plus rapide, vous avez la possibilité de le signaler. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 types de niveaux d'intervention ici. Il y a attente si vous voulez que le traitement soit fait au prochain passage, on va dire, c'est souvent trimestriel, hein, mais c'est parfois un peu plus fréquent selon le type de commune, la taille de la commune. Et vous pouvez cliquer sur immédiate si vous voulez que le traitement soit fait dans les délais qui sont du coup les mêmes que ceux du Maxilum, c'est-à-dire 1 semaine pour une armoire ou plusieurs foyers et 15 jours pour un foyer isolé. Donc voilà, je résume. Si vous êtes en Maxilum, que vous choisissez attente ou immédiate, ça ne change rien. Vous allez pouvoir dire si c'est un foyer isolé ou une armoire ou plusieurs foyers. Si vous êtes en Basilum, ça change tout parce que ça va être, entre guillemets, gratuit. Ça va être inclus dans votre forfait si vous choisissez attente. Et ça va être par contre payant, des frais supplémentaires si vous choisissez immédiate. Alors, il y a aussi autre et passage préventif. Ça, vous n'avez pas besoin de l'utiliser. Autre, vous allez pouvoir le mettre si vraiment vous ne savez pas ce que c'est comme type de panne. Je ne sais pas, moi, ça peut être un câble qui pend ou un truc comme ça. Ça sort de ce cadre-là, quoi. La description, c'est un champ qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez l'utiliser, par contre, si vous voulez signaler qu'il y a des choses un peu particulières. Par exemple, si, je dis souvent, hein, le point lumineux, au lieu d'être en panne, c'est l'inverse, il est allumé toute la journée, vous pouvez le signaler ici. S'il y a des grésillements, s'il y a visiblement du vandalisme qui a eu lieu, vous pouvez indiquer aussi si c'est une personne qui s'est plaint, le nom de la personne. Enfin, vraiment, c'est des infos qui vont pouvoir permettre après de remonter sur quel était le problème initial. Et puis, complément d'adresse, là, vous allez pouvoir mettre un petit complément sur l'emplacement du point en panne, sachant que de toute façon, vous avez fait signalement sur l'objet cartographique. Donc, normalement, l'entreprise, elle n'a pas besoin que vous indiquiez l'adresse ici pour repérer l'endroit où ça se situe. Et ensuite, vous cliquez sur sauvegarder. Là, je ne vais pas le faire parce qu'on est dans la vraie base de données. Et quand vous cliquez sur sauvegarder, après, donc, il y a 3 mails qui sont envoyés. Un mail qui est envoyé à la commune, un mail qui est envoyé à l'entreprise chargée de la maintenance et un dernier mail qui est envoyé donc à mes collègues du service éclairage public de TE38. Une fois que vous avez fait le signalement, normalement sur la carte, alors, je ne sais pas si on a des exemples, vous avez un petit plot de chantier qui s'affiche à l'endroit de la panne. Alors, je ne sais pas si on a sur Saint-Georges-d'Espérange, si, il y en a un ici. Voilà, par exemple, ici, la panne a été signalée sur une armoire et on voit un petit plot de chantier qui s'affiche sur l'armoire en question. Et elle est visible également dans le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est en haut à droite ici. Quand vous cliquez dessus, vous avez la liste de toutes les demandes d'intervention qui ont été faites sur votre commune depuis le début du transfert de la compétence, avec donc le libellé de l'intervention. C'est un code qui s'incrémente tout seul en fait sur l'ensemble du département. Le nom de l'objet sur lequel la panne a été signalée, le type d'intervention que vous avez rentré, la description que vous avez rentrée. Ensuite, il y a un état. Donc l'état, il est déclaré au départ. Il passe à en cours de devis ou à programmer quand l'entreprise prévoit son passage. Et il passe à terminer quand l'entreprise a fini son intervention. Vous retrouvez votre date de demande, le type de contrat, la date maximum, etc. Même le nom du prestataire. Donc, cette demande d'intervention dans ce tableau, vous avez aussi une petite fiche qui vous permet de faire une vérification dessus, revoir ce que vous aviez écrit, par exemple. Vous avez aussi un onglet patrimoine concerné. Donc là, ces 2 onglets-là, patrimoine concerné et action intervention, ne les utilisez pas quand vous faites votre signalement de panne parce que ça fait un bug.
Mais vous pouvez y aller après, par contre, si vous avez fait, une fois que vous avez déclaré le signalement, vous pouvez aller dessus pour regarder des infos. Et là, je peux vous faire une petite info. Si jamais vous avez fait une erreur, par exemple, vous avez signalé que c'était un type d'intervention en attente, et juste après l'avoir signalé, vous vous dites, mince, en fait, je voulais plutôt mettre que c'était immédiate, parce qu'en fait, c'est un endroit quand même dangereux, je ne sais pas, moi, il y a un arrêt de bus. Donc là, tant que votre déclaration est encore à l'état déclaré, vous pouvez encore modifier. Donc, vous cliquez sur la fiche, vous pouvez encore cliquer sur éditer et aller modifier ça. Vous pouvez même rajouter du texte dans la description. Donc là, je ne vais rien faire, je vais faire annuler. Tac, je referme. Mais une fois que l'entreprise a mis que c'était programmé, vous ne pouvez plus, normalement, modifier le type d'intervention, tout simplement parce qu'en fait, les délais sont calculés en fonction de ça. Vous avez aussi un petit bouton à gauche qui vous permet de centrer sur l'objet pour aller retrouver l'emplacement où ça a été signalé. Donc là, c'était l'objet EC010A. Donc je referme mon tableau de bord. Et voilà, ça m'a zoomé automatiquement sur la panne qui avait été signalée. Voilà pour les signalements de panne. Donc je le rappelle, quand vous vous connectez, vous cliquez sur l'outil d'interrogation. Alors vous vous déplacez d'abord sur la carte pour aller chercher l'endroit où vous avez la panne qui a été signalée. Vous cliquez sur l'outil d'interrogation. Vous faites votre interrogation soit par un clic simple, soit en faisant un petit cliquer déplacé. Le panneau résultat s'ouvre et vous avez à droite le petit bouton gyrophare. Alors, entre parenthèses, il y a un petit bouton gyrophare qui est au-dessus, là, qui ne sert à rien. Ne vous faites pas avoir. Des fois, les gens me disent « Oh là là, le bouton gyrophare, il ne marche pas ». C'est un bouton qui est inutile, en fait. On aimerait bien le supprimer de l'interface, mais on ne peut pas avec les paramétrages de l'interface. Il est là, mais il ne sert à rien. Le vrai bouton gyrophare, c'est celui-là. Donc, vous cliquez dessus. La fiche déclaration de panne s'ouvre. Vous indiquez le type de panne. Vous pouvez mettre un blabla et vous cliquez sur sauvegarder. Et voilà, vous avez votre déclaration de panne qui est faite. Alors, je regarde un peu les questions parce que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Alors, Luc Berthier demande, en cas de plusieurs points défectueux sur du consécutif et de l'isolé, prévoyez-vous une seule intervention? Alors, c'est une question difficile. C'est-à-dire si jamais vous avez plusieurs points consécutifs et aussi plusieurs points isolés qui sont à d'autres endroits de la commune, on va dire, ou à d'autres endroits d'un quartier, normalement, ils interviennent, ils font les deux en même temps. Normalement, quand vous avez vos demandes d'intervention, et s'ils vont sur votre commune, ils traitent tout d'un coup, quoi. Donc, a priori, ce sera compté comme un seul passage. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, n'hésitez pas à poser des questions à l'écrit si vous voulez que je vous réponde. Bon. Pas d'autres questions pour l'instant. Donc voilà, s'il y a certains d'entre vous qui n'ont plus leur code d'accès, je peux toujours leur renvoyer. Vous m'envoyez un mail pour que je vous le renvoie. Également, si vous avez besoin que je vous renvoie le document, mais je pense que là, pour cette session-là, je l'ai envoyé à tout le monde. Donc le document PDF avec le petit déroulement, le petit mode d'emploi, vous l'avez normalement reçu également. Ah oui, là, je vois qu'il y a une question de quelqu'un qui demande pour les photos qu'on peut publier, y a-t-il une taille maxi? Je crois qu'il n'y a pas de limitation de taille. Donc, normalement, vous pouvez mettre n'importe quelle taille, ce qui est d'ailleurs un peu inquiétant des fois pour notre serveur. Je crois qu'il faut qu'on vérifie qu'on a encore de la place sur le serveur de photos. Mais normalement, il n'y a pas de limitation. Je vous recommande quand même de ne pas mettre des photos qui font 1 giga, quoi. Essayez de faire quelque chose d'assez restreint. Alors, la mairie du Versoux me demande comment fait-on si toute une rue ne fonctionne pas, une seule déclaration en foyer isolé ou plusieurs déclarations en foyer isolé. Non, quand c'est toute une rue qui ne fonctionne pas, vous déclarez sur un seul des points de la rue et vous mettez le type d'intervention plusieurs points ou armoire ou plusieurs points consécutifs. Voilà, ce n'est pas la peine de faire plusieurs déclarations dans ce cas-là. Le seul cas où vous avez besoin de faire plusieurs déclarations, c'est quand vous avez plusieurs pannes dans votre commune qui sont à des quartiers complètement différents. Là, il faut que vous signaliez la panne sur chacun des points. Même si l'entreprise fait un seul passage pour tout traiter, il faut qu'on ait la trace pour chacun des points de ce qui a été déclaré.
Et quelqu'un me demande si on peut retransmettre les CGU pour bénéficier de l'orthophoto PCRS. Oui, je peux, mais je ne sais pas quelle est votre commune. Donc, dites-moi votre commune pour que je puisse savoir à quelle adresse mail vous l'envoyez. Comme ça, je vous envoie ça. Et puis, bien sûr, donc, je suis toujours joignable au Brive-sur-Varèse. D'accord, je vous l'envoie. Je suis toujours joignable par mail ou par téléphone. Donc, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un message si vous avez d'autres questions. Voilà, je vous remercie. Et puis, bonne fin de journée à tous. Et puis bon week-end bientôt. Au revoir à tous. Merci.